Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 7 avril 2024. Aujourd'hui, The Witch Hunt in Early Modern Europe, quatrième édition de Brian P. Levac. Donc, les chasses aux sorcières dans l'Europe moderne naissante. Ça va être tout un livre, toute une recension. Les fondations intellectuelles et légales derrière l'émergence de la chasse aux sorcières. L'impact de la réforme, la contre-réforme, les guerres de religion, avec un R majuscule et pas de S, parce que c'est la même religion, et des sectes slash des hérésies slash des courants théologiques qui se sont affrontés au début de l'Europe moderne. Donc, impact de la réforme, contre-réforme, guerre de religion dans la croissance du phénomène de la chasse aux sorcières, le contexte socio-économique et la psychologie de la sorcière type, les différences géographiques et chronologiques dans le phénomène de la chasse aux sorcières, le déclin et la fin de la chasse aux sorcières dans la civilisation chrétienne, parce que il y a une chasse aux sorcières après la chasse aux sorcières. Parce que ça existe encore. C'est un sport national. Vous allez le voir plus tard à la fin de l'émission. Je vous rappelle, le podcast est désormais en exclusivité sur YouTube, Twitter et mon site web yanrojdi.com en direct. Ensuite de ça, pour les abonnés payants seulement, dès la fin du direct, c'est seulement si vous payez 5$ par mois. Si vous voulez avoir accès à tout le podcast au complet, je vais vous le dire quand ça se termine. Donc, d'habitude, je donne 1 heure gratuite. Et 5$ par mois, c'est un café par mois pour supporter mon travail parce que là, je viens de perdre le dernier patricien qui me restait. La dernière fois qu'il avait disparu, il était en vacances. Fait que j'imagine qu'il est peut-être en vacances. Donc, je salue Jean Rouillard. Donc là, j'ai plus de super patricien. J'ai besoin de votre aide. Envoyez des super chats. Donc, vous pouvez vous abonner sur mon site web. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. Vous pouvez vous abonner sur mon Substack, mon infolettre. Vous pouvez évidemment envoyer des gifts and go, des virements Interact, des virements en Bitcoin. Tous les liens sont dans la description du vidéo en bas de l'écran. Merci beaucoup aux abonnés. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On est rendu au début. On est rendu au début. Donc, les chasses aux sorcières. L'an passé, j'ai décidé d'ajouter une corde à mon arc et de devenir un démonologue amateur. Donc, j'avais fait une recension en 2 parties de Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, des inquisiteurs, Kramer et Sprengler. Donc, c'est un cours de théorie de la démonologie. Hein? Qu'est-ce qu'une sorcière? Qu'est-ce qu'un magicien? Qu'est-ce qu'un sorcier? Qu'est-ce qu'un hérétique? C'est quoi le processus de l'inquisition judiciaire? L'inquisition comme institution instaurée soit directement par le pape ou avec l'accord du pape, parce qu'il y a 2 inquisitions importantes. L'inquisition papale et aussi la monarchie espagnole qui va lancer une inquisition aussi. Deux institutions différentes. Aujourd'hui, on va regarder plutôt la chasse aux sorcières comme objet historique. Donc, on a du recul, on a des données et on peut faire certains constats et certaines comparaisons avec la période actuelle. Vous allez voir tout le long, je me rends compte que facilement depuis début 2000, on a un essor exponentiel du nombre de chasses aux sorcières. On est dans une période haute de la chasse aux sorcières. Ça a commencé avec les terroristes. Ensuite de ça,
les complotistes, anti-vax, autres engences. Donc tout ça, c'est la même chose. Les MAGA républicains, les chrétiens nationalistes présentement, les catholiques intégristes, hein, tout ça. Le phénomène de la chasse aux sorcières, les révélations, les occultations, les similitudes, les différences avec 2024. Nous vivons une série de chasses aux sorcières, Red Pill, COVID, chrétien nationaliste, MAGA, panique morale, et en passant, ça n'a pas commencé en 2001. Moi, ce que je dis, c'est qu'en 2001, ça l'a augmenté de manière exponentielle. Après la Deuxième Guerre mondiale, mais même avant, pendant les deux guerres mondiales, la panique morale, c'était le communisme. On chassait les communistes, les marxistes, les socialistes. L'Holocauste, c'est une autre forme de la chasse aux sorcières. On chassait les gypsies, les gens atteints de maladies mentales, les J et autres catégories de la population. Donc, une chasse aux sorcières, c'est quoi? La définition, très simplement. Ça implique l'accusation qui vient de quelqu'un dans la société, le prosecution, donc la mise en accusation judiciaire, la judiciarisation du dossier et l'exécution de milliers de personnes pour le crime de witchcraft, sorcellerie. Moi, j'aime mieux le terme witchcraft. Ça me fait penser un peu à warfare. Hein? Warfare, c'est des techniques de guerre, des méthodes de guerre, des applications, des processus de guerre, des tactiques, des stratégies. Mais witchcraft, c'est comme l'artisanat de la sorcière et ça implique plein d'affaires différentes. Donc le witchcraft, accusation, judiciarisation, exécution de milliers de personnes pour le crime de sorcellerie entre les années 1450 et 1750. C'est intéressant parce que j'ai fait 2 podcasts il y a quelques semaines à partir de l'époque 1750. Donc, on voit la fin du Moyen-Âge aujourd'hui, transition avec l'ère des constitutions et des peuples démocratiques directement après. Ça, très rapidement, on voit que le monde change très rapidement des fois. Donc, pourquoi les chasses aux sorcières? La chronologie des chasses aux sorcières, la fin de la chasse aux sorcières. On va voir aussi qu'il n'y a pas eu juste une chasse aux sorcières. En fait, ce qu'on appelle la période de la chasse aux sorcières, c'est une multitude de chasses aux sorcières plus ou moins liées entre elles. Il y a eu des différences dans le temps et dans l'espace en Europe et dans les colonies au niveau de la chasse aux sorcières. Il y a une sociologie type de la chasse aux sorcières aussi qu'on va voir. Donc, je vous rappelle, c'est très important de mettre un petit like, de partager le podcast, de vous abonner pour m'aider à vaincre cette inquisition de magiciens, sorciers, nécromanciens qui chassent les chrétiens nationalistes et autres hérétiques postmodernes. Donc, chapitre 1, on est dans l'introduction. Donc, je rappelle la période 1450-1750, à peu près 3 siècles qu'on va couvrir. Des dizaines de milliers de personnes qui vont être exécutées. On va voir les chiffres plus précisément plus tard. Environ la moitié des personnes qui sont exécutées vont être brûlées. Les exécutions et les procès, la judiciarisation se fait au début uniquement dans les cours ecclésiastiques et l'Inquisition, le tribunal de l'Inquisition qui est aussi une autre cour de plus de niveau ecclésiastique. Ensuite de ça, à partir de 1550, on va avoir les cours séculaires. Donc, les cours de justice civile, criminelle dans les villes, dans les grands centres urbains, la cour, le roi, à partir de 1550, vont
établir leur jurisdiction sur le crime de la sorcellerie, du witchcraft. Donc la Cour civile criminelle dit j'ai le droit de mettre en accusation et de procéder. On a aussi comme description du phénomène quelque chose d'intéressant à mentionner. Donc, la distribution de la chasse aux sorcières est très inégale. Ça veut dire qu'il y a des endroits et il y a des moments où il y a des pics. C'est une épidémie sociale, contagion sociale, un peu comme le mouvement des Alphabet People, thérapie affirmation de genre et ablation de seins et de pénis en santé afin de créer des golems de chair en 2024. C'est des chiffres comparables aussi. On a des chiffres comparables avec les chasses aux sorcières et avec la construction des golems de chair aujourd'hui. Grossièrement, la chronologie est assez simple. Tu as deux vagues. C'est ça qui est arrivé. Tu as deux grosses vagues. C'est certain que si on zoome plus au niveau régional ou si on zoome au niveau temporel, on pourrait voir des pics, d'autres pics. Mais grossièrement, si on veut voir les 3 siècles en gros, il y a deux vagues. Donc ça monte au début. Fin 14e siècle, début 15e siècle, on commence à judiciariser des sorcières. Et là, fin 15e, début 16e, ça ralentit. Et là, il y a une accalmie pendant 40 ans. Après 40 ans, c'est 1560 à peu près, là, ça va exploser. C'est comme la COVID. C'est la deuxième vague qui a été la pire. Ensuite de ça, milieu du 17e siècle, début du 18e, ça va lentement s'éteindre. Chaque chasse aux sorcières peut être prise comme faisant partie d'une grande opération judiciaire qu'on va appeler grossièrement le European Witch Craze, hein, la folie de la sorcellerie européenne, une grande peur, Deep Fears of Witches, on va l'appeler souvent aussi la chasse aux sorcières européenne. Si on veut juste regarder le phénomène au complet comme un objet, c'est mieux d'utiliser le mot witch craze, là, une panique morale sur la sorcellerie. Dans l'Europe au complet, on va voir où précisément, parce qu'il y a un foyer à cette folie-là. Donc, une manifestation de Frenzied Irrational Mania Form of Behavior. Donc, des comportements de frenzy irrationnels, des manie. Jusqu'à il y a eu un moment en particulier où il va y avoir ce qu'on peut considérer comme une panique morale comme on a vécu pendant la COVID. La différence étant que la COVID, on l'a vécu à peu près partout dans l'Occident, tandis que durant la chasse aux sorcières, il y a eu un gros foyer. On va voir en détail tantôt. Donc la chasse aux sorcières, on va voir qui était la sorcière, ou plutôt où. Non, c'est ça. Les gens à l'époque de la chasse aux sorcières, leur obsession, c'était pas de déterminer d'où venaient les sorcières. Est-ce qu'il y avait un nid de sorcières quelque part, une université de sorcières, un lieu de rassemblement de sorcières? Parce que ça faisait partie de la démonologie de l'époque, le sabbat et le complot des sorcières. Étrangement, ils n'ont jamais, en 3 siècles, déterminé de lieu physique de ces rassemblements de sorcières. Non, l'obsession des chasseurs de sorcières, ou plutôt des trouveurs de sorcières, donc des witchfinders.
l'obsession des Witchfinders, c'était qui était la sorcière. Hein? Donc, la sorcellerie, c'était perçu comme une activité secrète et occulte, avec impliquant donc le sabbat, la fête secrète qui inverse les codes du christianisme, avec un mouvement souterrain, occulte, underground movement, euh, une organisation secrète de sorcières qui demandait donc la constitution d'une inquisition et de la troupe de l'inquisition. Parce que oui, partout où il y aura des chasses aux sorcières, il faut être conséquent, penser en termes capitalistes. L'Inquisition servait entre autres à faire vivre la troupe de l'Inquisition. Donc les trouveurs de sorcières, les inquisiteurs, les juges, tous les politiciens, tous les personnes qui participaient à la chasse aux sorcières vivaient grâce à la chasse aux sorcières. C'est la même chose que le tribunal de la famille. Le tribunal de la famille a tout à gagner. Donc l'avocat de la famille, le juge de la famille, les employés qui travaillent au tribunal de la famille ont intérêt à ce que vous sépariez. Et donc le processus est fait pour aboutir à la séparation des familles. C'est la même chose avec l'Inquisition. Le processus était fait pour maximiser le rendement. Donc, on voulait plus de sorcières. Et évidemment, pour chasser plus de sorcières, ça prend plus de revenus. Pour chasser les sorcières, pour payer les spécialistes, les experts de la sorcellerie, les démonologues et autres. Ah, c'est fou. C'est hallucinant. Donc, la troupe. La troupe. La troupe entend des dénonciations. La troupe interroge afin d'obtenir des confessions. La troupe exécute. Sépare le butin parce que la propriété de la sorcière est saisie. Une partie est donnée au roi, au duc ou au prince évêque de la principauté. Une partie est donnée à l'accusateur, comme dans le système romain. Ça, c'est le schéma de base de la chasse aux sorcières. Pourquoi y a-t-il eu une chasse aux sorcières? Il n'y a pas de consensus universitaire. On peut citer une shitload de raisons. La réforme, la contre-réforme, l'inquisition, l'utilisation de la torture judiciaire, les guerres de religion, le zèle religieux du clergé, la montée de l'État moderne, le développement du capitalisme, une série de crises d'agriculture, euh, l'utilisation très étendue des narcotiques, un changement dans la pensée médicale, euh, des conflits socioculturels, une tentative historique et politique d'effacer le paganisme des cultures chrétiennes, le besoin pour l'élite de distraire les masses, l'opposition au contrôle des naissances, la croissance des maladies transmises sexuellement comme la syphilis et la haine des femmes peuvent toutes être citées comme cause de la panique morale, la chasse aux sorcières. Du côté de comment il s'appelle, Brian P. Levac, lui, il distingue donc il utilise l'approche multicausale. Donc on va voir, il va citer grossièrement ce que lui juge comme étant les changements sociaux, culturels, civilisationnels qui amènent les conditions nécessaires pour qu'une petite étincelle amène une chasse aux sorcières. Vous voyez un peu le sens là? C'est un peu comme
Et là, je m'en vais en sciences là, pour vous expliquer ça. Vous allez prendre une expérience en chimie. En chimie, tu as le concept d'énergie potentielle. Hein? Tu mélanges deux trucs. Et là, étrangement, il se passe rien. Par contre, si tu chauffes le truc, là, il y a une réaction chimique. Parce que tu as besoin, donc, d'un niveau d'énergie potentielle pour que la réaction chimique ait lieu. Et là, évidemment, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut monter ou ça peut descendre parce qu'il y a des réactions endothermiques et exothermiques. Donc, ça demande un niveau d'énergie potentielle, puis après ça, soit ça va descendre endothermique, soit ça va monter exothermique. Et là, ça va être, vous allez voir la réaction avoir lieu. Donc, on peut des fois éviter de chauffer le mélange en versant un catalyseur chimique dans la réaction. Donc, ce que Brian P. Levac décrit comme étant les préconditions nécessaires à une chasse aux sorcières, c'est des catalyseurs à la chasse, des trucs qui rendent les chasses plus efficaces pour trouver des coupables. Puis après ça, il y a l'étincelle. L'initiateur de la chasse en soi, c'est presque tout le temps une crise socio-économique. Sociale ou économique, ou les deux, ou une guerre. Mais on va voir plus tard, c'est plus compliqué. En tout cas. Donc, premièrement, on a la scolastique chrétienne qui accouche d'une nouvelle idée de la sorcière. Donc, après des siècles et des siècles à définir la sorcière comme ça, il y a des nouvelles traductions de la Bible, beaucoup de gens qui écrivent sur la Bible, qui écrivent sur les pères de l'Église qui écrivaient sur la Bible. Et là, il se fait l'histoire du téléphone arabe. On crée la science de la démonologie à partir de nulle part, un peu comme la virologie, un peu comme l'épidémiologie. C'est identique. C'est identique. Donc, premièrement, on accouche d'une nouvelle version de la sorcière qui va être upgradée, un peu comme les épidémies et les virus. Deuxièmement, deuxième précondition, un changement procéduriel dans le processus judiciaire. Ensuite de ça, tu rajoutes l'étincelle, les tensions sociales, religieuses. Ça, c'est les causes effectives, les initiateurs. Premièrement, c'est quoi le sens du mot sorcellerie, sorcière, la pratique de la sorcellerie, le witchcraft? Au départ, la sorcellerie, c'est la pratique de harmful, donc quelque chose qui fait des dégâts, qui dommage, endommage. La pratique de quelque chose qui endommage, la pratique d'un art qui endommage, un art noir, un art magique, maleficent. Donc, ça implique des maléfices. C'est la performance de harmful deeds. Donc, des plans moyens, des vœux moyens, par les moyens de quelques sortes d'extraordinaires, mystérieuses, occultes, préternaturelles, supernaturelles. Donc ça, c'est des pouvoirs, des types de pouvoirs. Donc, tu utilises ces types de pouvoirs-là, extraordinaires, mystérieux, occultes, préternaturels et supernaturels. Tu utilises ce pouvoir-là pour la performance de quelque chose qui fait des dégâts pour remplir des objectifs. Endommage quelque chose. Donc, des exemples, meurtre, en utilisant des poupées que tu vas piner avec des pins. Tu peux causer une maladie avec une maladie à un enfant en énonçant un sortilège.
Tu peux détruire une récolte en faisant une cérémonie ou un rituel. Tu peux partir un feu en faisant un geste. Causer l'impotence d'un homme. Donc, on appelle ça à la base, donc, depuis l'Antiquité gréco-romaine. Donc, depuis la pratique des cultes païens, la sorcellerie, la pratique du witchcraft, c'est ce qu'on appelle une personne qui fait un maléficia, un maléfice. Ça, c'est la première définition. Donc, l'agent responsable du maléfice, c'est une maléficie ou un maléfici. Ou maléficaire. Donc, ça, c'est le titre, c'est la définition. C'est la définition actuelle en 2024 en Afrique. Parce que oui, il y a encore de la chasse aux sorcières en Afrique en 2024. Deux caractéristiques essentielles de la maléficia. Non, de la maléficie qui exécute un maléficia. Premièrement, il y a une distinction pas très claire entre le pouvoir magique et le pouvoir religieux. Ah, c'est pas les chrétiens qui ont inventé ça en passant. Hippocrate en parle dans les textes qui restent d'Hippocrate. Il y a des guérisons magiques, philosophiques, religieuses et rationalistes. Médecine. 4 types de médecine, de guérison, médicaios. Donc, là, ici, on n'est pas dans la guérison, on est dans le pouvoir, le type de pouvoir. Magique versus religieux. Le pouvoir religieux vient de la souveraineté de Dieu. Donc, le pouvoir religieux, c'est pas le clerc, c'est pas le saint, c'est pas le martyr qui est responsable du pouvoir surnaturel, c'est Dieu. Tandis que dans la sorcellerie, le pouvoir vient du nombril de la sorcière ou du sorcier. C'est comme dans Harry Potter. Le pouvoir vient de toi, tu es né avec. C'est comme les Jedi. Ça, c'est la première chose. Le pouvoir magique vient de l'individu. Deuxième chose, pour qu'on qualifie le pouvoir magique qui venant de l'individu, il faut que ce pouvoir magique-là ait des dégâts, cause des dégâts, soit harmful, endommage. Donc, c'est la différence entre blanche, magie noire, magie noire, magie blanche. Donc, plutôt harmful plutôt que procurant un bénéfice. Donc, encore une fois, pour cette catégorie-là, cette caractéristique-là, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est plutôt gris. Donc, dans les deux cas, magique, religieux, endommageable, bénéficiaire, c'est gris. C'est très difficile de départager ça. Autre distinction, il y a de la magie haute et de la magie basse. High Magic, la magie haute, c'est l'alchimie, la divination. Dans la divination, il y a plein de sous-classes comme l'astrologie, la nécromancie et plein d'autres variations de ça. La magie haute, à peu près toute de la magie blanche. Ensuite de ça, il y a la magie basse. La magie basse, c'est juste pour dire qu'elle est pratiquée par des gens qui ne sont pas allés à l'université. Donc la magie basse, c'est la magie de la sorcière type que vous avez dans votre tête. La vieille ou la jeune qui fait de la magie pour whatever, x, y raison, devant son chaudron ou en faisant un maléfice, whatever. Qui se partageait dans une transmission oratoire, qui donc souvent impliquait des guérisseuses ou des trucs comme ça empiriques. Là. Donc, ça c'est la première chose, la première définition de la sorcellerie. Deuxième définition de la sorcellerie, quelque part entre le 15e et le 16e siècle, il y a
Donc, une première vague de procès et de manuels d'inquisiteurs et de traités de sorcellerie qui vont dire, des experts, ils vont dire, nous, on a compris c'est quoi une sorcière. Et là, on va vous révéler le vrai complot des sorcières contre la civilisation chrétienne. C'est la fin des temps qui arrive présentement. Nous sommes en danger! C'est vraiment ça qui est arrivé. C'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, il y aurait une relation secrète et privilégiée entre le diable et toutes les pratiquantes de la sorcellerie. Donc, c'est le courant du diabolisme qui va être créé. Donc, le diabolisme implique donc la célébration, le worship du diable, le pacte avec le diable, l'hommage au diable, la participation au sabbat pour qui remplacera la cause du pouvoir effectif de la sorcière, du pouvoir magique de la sorcière. Donc, c'est plus le rituel magique, c'est plus les talismans, c'est plus les cérémonies païennes. Non, c'est le diabolisme qui est à l'origine de tout. Donc, c'est la première association magie-diabolisme n'a pas été écrite là. C'était au 4e siècle après Jésus-Christ qu'on a eu la première association. Je pense que c'est même Saint-Augustin qui a fait cette première association-là. Donc, c'est les premiers pères de l'Église, les premiers scholasticiens qui ont évoqué la possibilité que les sorcières travaillaient avec le diable. Parce que les magiciens étaient reconnus pour commercer avec les démons, avec des rituels magiques, des contrats pour leur pouvoir. Donc ça, c'est à l'époque de l'Antiquité gréco-romaine, c'est l'histoire... ça existe encore, là, cette tradition folklore, là, c'est les djinns. Donc, tu avais des démons, des daimons, et tu pouvais faire des trafics, des pactes, du commerce avec ces daimons qui étaient plus ou moins good ou evil, bon ou malin. Donc, à cause de ce commerce avec la possibilité de démons malins, evil, qui travaillent avec le diable, les pères de l'Église ont associé très rapidement donc c'est les rituels magiques avec le diabolisme. Donc, pour assurer que tout le monde ait bien peur de ces sorcières diaboliques, c'est pas à cause du diable en tant que tel, c'est plutôt l'association avec hérésie qui a un peu soudé la connexion. Parce que si tu travailles avec le diable, c'est que tu es en hérésie et en un apostat. Donc, tu étais poursuivi pas parce que t'étais une sorcière pratiquant le diabolisme, mais parce que à cause de ça, tu étais en hérésie et un apostat, et donc que tu remettais en question l'ordre social chrétien. Donc, tu étais rebelle contre la civilisation. Donc, c'est vraiment l'hérésie. Donc, au départ, durant le Moyen-Âge, on chassait les hérétiques, et là, l'hérétique a été la connexion qui... on a copié le modèle de l'hérétique pour l'appliquer à la sorcière. Ça s'est juxtaposé. Donc, on a imaginé la sorcière comme a large sect of flying magicians that worships demons secretly in orgies characterized by cannibalistic infanticide. Donc, c'est ça qui est arrivé. On a fait peur aux gens en imaginant que
Les sorcières, c'était une énorme secte de magiciennes capables de voler qui célébraient des démons secrètement dans des orgies caractérisées avec des infanticides cannibales. Grossièrement, c'est comme ça qu'on a fait peur aux élites bobo-urbaines éduquées chrétiennes. À partir de cette vision diabolisante qui a catalysé, qui a terrorisé les élites bobo-urbaines éduquées, on a eu le début de la première grande chasse aux sorcières. Donc, on a eu des écrits par des démonologues qui voulaient aplatir la courbe de la sorcellerie. Ensuite de ça, ces écrits, ces manuels d'inquisiteurs, ces traités de sorcellerie ont été partagés par des bobos urbains éduqués du haut en bas de la société dans les médias mainstream, subventionnés par le roi et le pape et toutes les autorités religieuses de l'époque. Et évidemment, ça a causé beaucoup de peur irrationnelle. Donc, dans l'accusation de sorcellerie, il y a plusieurs activités qui sont ciblées. Ou bien, je m'assure qu'il n'y a pas de problème. Donc, on a l'implication des experts. Les experts, ils jugent que dans tous les cas de vraie sorcellerie, il y a l'invocation du diable. Donc, on peut avoir un pacte, une cérémonie des offrandes aux démons. Donc, ça, c'est la pratique du rituel de magicien. Ça, c'est invoquer le diable. Ensuite de ça, la magie blanche, white witchcraft. Donc, voir l'avenir, pratiquer des guérisons, localiser des objets, identifier des ennemis. Les experts vont juger que ça implique l'invocation du diable. Ensuite de ça, possession démonique. La possession démonique n'est pas causée directement par la sorcellerie. C'est plus compliqué selon les experts démonologues. La sorcière peut invoquer le diable et demander au diable qu'il possède lui-même ou envoie un démon pour posséder un possédé. Donc, la possession démonique, ce n'est pas de la sorcellerie, mais peut être causée par de la sorcellerie. Ensuite de ça, il faut faire la différence entre possession démonique et obsession démonique. Possession démonique, c'est quand la personne vit de l'intérieur la pression du démon ou du diable. Et l'obsession démonique, c'est quand la pression vient de l'extérieur. T'es opprimé de l'extérieur. Dans tous les cas, le diable obtient l'accord de Dieu. Il faut pas oublier ça. Ça, c'est une des causes de la folie de la chasse aux sorcières. Quand on a atteint le niveau de folie, les gens pensaient que le diable était tout puissant sur terre, l'antéchrist allait arriver, la fin des temps, l'apocalypse. Et à cause de ça, le monde a viré fou. Religieusement, dans la Bible, le diable n'a pas de pouvoir surnaturel. Le diable a des pouvoirs naturels et ces pouvoirs naturels-là, il les obtient avec l'accord de Dieu. C'est tout. Si dans la vie de quelqu'un, il se passe quelque chose de surnaturel, c'est pas à cause du diable, c'est à cause de Dieu. Et donc, dans ce système-là,
le diable peut posséder ou envoyer ses démons posséder quelqu'un à la direction selon la demande d'une sorcière dans un pacte, dans une invocation. Donc, il y a une connexion sorcellerie-possession tellement forte en Angleterre qu'ils vont même construire un mot. Hein? Quand on construit des mots pour expliquer quelque chose, ça veut dire que c'est important. Le mot, c'est le mot bewitch. Hein? Bewitched. Ensorcelé. Ensuite de ça, là on est rendu à qu'est-ce que la réalité de la sorcellerie. Donc, depuis l'Antiquité, c'était le maléficium, le maléfice, qui explique c'est quoi une sorcière. On a des traces écrites, on a des traces légales, on a des objets donc, qui ont été obtenus par archéologie liés à tout ça. Ensuite de ça, deuxième définition de la réalité de la sorcellerie à travers la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, le diabolisme. Qu'est-ce qu'on a comme preuve de la réalité du diabolisme? On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose comme preuve. On a des confessions obtenues sous la torture de sorcières analphabètes. C'est ça qu'on a. Grossièrement, on a des témoignages de voisins et de la famille, des témoignages de possédés, des témoignages d'enfants, des témoignages de personnes mélancoliques, des témoignages de dépressifs, anxieux, fous furieux, des confessions de sorcières pour accuser d'autres sorcières. En réalité, la seule chose qu'on a comme preuve du diabolisme, c'est plutôt une accusation de maléfice. Ce qui est arrivé, c'est que c'est les experts, les juges, les inquisiteurs qui ont ajouté les mises en accusation de diabolisme aux mises en accusation, aux accusations des voisins, de la famille, des gens, aux accusations de sorcellerie, qui étaient des accusations de maléfice. Donc, à peu près tous les cas de procès de sorcellerie, c'était des accusations causing harm by magical means. Donc, il n'y a pas de preuve de diabolisme, sinon des confessions de gens abusés, de gens torturés, d'enfants. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Ensuite de ça, ces accusations impliquent des faits extraordinaires et ça va être une des raisons impliquant la fin, le déclin des chasses aux sorcières. Il faut garder ça en tête. Plus qu'on pense que le diable est puissant, plus qu'on pense qu'il y a des trucs extraordinaires qui sont causés par les acteurs, les agents du malin ou de Dieu, peu importe. Et quand ça arrive, on a tendance à chercher des boucs émissaires pour éviter que ça réarrive. Première chose. Deuxième chose, l'application de la torture. Troisième chose, les confessions volontaires. Même les confessions volontaires ne sont pas fiables. Surtout pas, en fait. T'avais des gens qui voulaient socialement se suicider. Donc, des gens qui acceptaient de s'auto-incriminer pour un crime de pensée qui est la sorcellerie. T'as des gens qui se sont volontairement confessés pour avoir une peine moins sévère. T'avais des gens qui étaient atteints de désordre psychologique. T'avais des gens qui étaient facilement influencés par ce courant littéraire de la démonologie, ces sermons contre les sorcières. Donc des gens qui étaient facilement inspirables, influençables, les enfants et les jeunes femmes. Donc des jeunes enfants, des jeunes femmes qui ont été tellement influencés, qui ont eu des rêves, qui ont participé à un sabbat ou à une cérémonie de sorcellerie et qui se sont eux-mêmes dénoncés comme sorcières. C'est arrivé. C'est arrivé.
Et tu as même eu des sorcières qui se sont dénoncées pour le thrill. Donc, ils ont, pour le thrill, une gang d'adolescentes décide de faire un sortilège afin d'assurer des plaisirs matériaux. Donc, probablement sexe, richesse, épouser un prince charmant, whatever. Et là, après la cérémonie de sorcières d'adolescentes qui ont fait, imaginez-vous jouer à Ouija, là. Après ça, les adolescentes, les jeunes filles, les enfants se sentent mal, s'en vont voir le curé, le maire et whatever, et ils se dénoncent eux-mêmes. Un procès, mise en accusation, une peine. Donc, il y a des trucs comme ça qui est arrivé. Donc, grossièrement, très rapidement, on se rend compte que c'est pas tant la peur des maléfices que la terreur du sabbat, la fantaisie du sabbat, du monde à l'envers, Babylone, Sodome et Gomorre. C'est cette idée-là qui a terrorisé les gens et poussé les gens à chasser des sorcières, à trouver des sorcières. La deuxième idée qui a terrorisé les gens, c'est évidemment la conspiration contre l'ordre de la société. Et évidemment, jusqu'en 2020, il n'y avait pas de conspiration de sorcières organisée de découverte. Mais étrangement, on va voir à la fin du livre, on dirait que la gang à Jeffrey Epstein et Puff Daddy, c'est la conspiration secrète, la rumeur qui existe depuis le Moyen-Âge. On dirait qu'on l'a trouvé finalement après 500 ans. Troisième chose qu'il faut qu'on comprenne de la chasse aux sorcières, c'est l'échelle, la grosseur de la chasse aux sorcières. Pour analyser la grosseur, la size of the hunt, la grosseur de la chasse, on peut utiliser grossièrement deux chiffres. Le nombre, la quantité absolue de mise en accusation, de prosecution. Deuxième chiffre qu'on a, qui est assez bien éclairé par les archives judiciaires, c'est donc le pourcentage, donc le nombre d'exécutions. Par contre, dans certaines régions, surtout à cause des deux guerres mondiales, on manque beaucoup d'archives. Mais on est capable de faire des bonnes estimées. On a quand même beaucoup de détails. Donc, là c'est intéressant, on a les chiffres qui arrivent. Les chiffres sont souvent surestimés. Certaines personnes qui veulent souvent faire des lectures idéologiques vont aller jusqu'à 9 millions de sorcières brûlées. 9 millions, c'est une très 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 forte surestimation, un peu comme pendant la COVID. En fait, on doit même réviser les archives judiciaires à la baisse. Certains inquisiteurs, certains juges se vantaient de brûler plus de sorcières, d'en débusquer plus qu'ils en trouvaient. Et c'était même de l'ordre de 10 pour 1. Donc, le nombre total de mises en accusation entre 1450 et 1750, c'est environ 90 000 au total. 10 000 en Suisse. 45 000 en Allemagne. 3 000 en France royale. 5 000 dans les principautés françaises et espagnoles faisant partie de l'Empire allemand. 5 000 dans les îles britanniques. 3 000 dans les pays nordiques. 5 000 en Bohémie, Hongrie, Transylvanie et Russie.
3000 en Pologne et 10 000 dans tous les pays méditerranéens. Donc ça implique Italie, sud de la France dans certains comtés, Espagne et Portugal. Donc 90 000 au total. Mais allons voir le taux d'exécution. Non, en fait, on a une statistique qui explique quelque chose d'important. 50% des procès, donc 45 000 mises en accusation contre des sorcières sur les 90 000, ont été dans les territoires du Saint-Empire romain germanique. Holy Roman Empire. 45 000. La moitié. Deuxième chose, donc le taux d'exécution. On a quelques exceptions où on a moins de 25% taux d'exécution des sorcières. On a des exceptions à l'opposé qui vont de 70% à 90% d'exécution dans certains comtés, certaines principautés. En moyenne, c'est plutôt entre 25 et 70% le taux d'exécution. Et au niveau de toute l'Europe et les colonies, le taux moyen d'exécution, c'était 46%. Donc, on peut dire grossièrement, il y a eu à peu près 45 000 exécutions au total de sorcières, dont la moitié dans le Saint-Empire romain germanique. Donc, à peu près 22-23 000. Dans ces chiffres-là, on n'a pas tous les chiffres. On n'a pas les accusations informelles et les accusations qui n'ont pas été mises en procès. Donc, les gens qui sont suspectés. Pour les gens au début de la chasse aux sorcières, donc fin du 15e siècle, début du 16e siècle, quand ils ont commencé à brûler des milliers de gens, ils ne se sont pas posés comme question, ça fait combien de personnes qu'on a brûlées? Non. La question qu'ils se sont posées, c'est combien de personnes il reste à brûler? Combien de sorcières il reste à trouver? Donc, on a eu des estimations de virologues. Excusez. Des estimations de épidémiologistes. Oh, ben voyons, je me trompe tout le temps. Des estimations de démonologues au niveau du nombre de la quantité de sorcières à débusquer dans toute l'Europe. Certains démonologues experts de renommée, comme Henri Boguet, disaient qu'il y avait jusqu'à 1,8 million de sorcières en liberté dans toute l'Europe. Ces 1,8 million de sorcières étaient organisées dans un complot secret anti-chrétien dans toute l'Europe. Et elles étaient organisées dans des assemblées de sorcières. Et dans toute l'Europe, il y avait entre 500 assemblées de sorcières et 100 000 assemblées de sorcières dans toute l'Europe. Alors, c'est la fin de la section gratuite pour le podcast en direct de la Révolution culturelle. Très important de venir vous abonner sur mon site web yanrojdi.com, sur mon Substack yanrojdi.substack.com. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube pour avoir accès au podcast complet. Vous cliquez sur le bouton se joindre ici et ça va être dans la section abonnement ici. Donc la semaine, on a eu des bons podcasts. La semaine passée, la Société viriliste. Avant ça, Machiavel. Avant ça, l'histoire des constitutions. Donc tous les liens sont dans la description du vidéo. Si vous vous abonnez à un autre endroit que mon site web, je vais vous donner un abonnement aussi sur mon site web. Très important de m'aider afin de
participer à la continuation de mon podcast parce que, je vous répète, depuis le début de l'année, je suis dans le rouge financièrement. Ça va pas bien. Ça veut pas dire que je suis pas indépendant. Ça veut dire que j'ai plus d'épargne et j'accumulais des dettes. Donc j'ai besoin de votre aide spécialement de ce temps-ci, cher Patricien. Je vais aller voir si j'ai des super chats. Pas de super chat. Ah, Jeannot Lavoie. Merci pour un don de Patricien 30$. Merci beaucoup. Très apprécié. Ça va m'aider cette semaine énormément. Alors, là, on est rendu au chapitre 2. Chapitre 2, c'est première des bonnes semaines. On se voit probablement vendredi ou samedi. Bonne fin de journée.